Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de France 3 Limousin. Les élections départementales se déroulent les 20 et 27 juin. Pour faire vivre la démocratie locale, France 3 organise des débats dans chaque département de notre territoire. Ce soir, place à la Creuse. Les chefs de file des principales listes sont avec moi. Avant d'en savoir plus sur leurs propositions, leurs objectifs, leurs désaccords, je vous propose un petit rappel de ce que représente le département en quelques chiffres. Regardez. Voilà pour les chiffres, place au débat. Maintenant, j'accueille sur ce plateau 5 invités. Jean-Luc Léger, bonjour. Bonjour. Bonsoir, vous êtes conseiller départemental sortant. Vous représentez avec la gauche unie Redonnons un espoir à la Creuse pour le PS, le PC et le PRG. Valérie Simonet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente sortante. Vous représentez la Creuse ambitieuse, LR divers droite. Quentin Picnot, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez pour une Creuse 100% écologique et solidaire pour Europe Écologie Les Verts et LFI. Jean-Baptiste Moreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la Creuse et vous représentez la Creuse au cœur pour La République en marche. Enfin, Damien Demarigny, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez le Rassemblement national. Merci à tous d'être avec nous ce soir. Alors, le département de la Creuse a basculé à droite en 2015 avec un canton d'écart seulement. Valérie Simonet, vous êtes la présidente sortante. L'un de vos arguments pour défendre votre bilan, c'est l'assainissement des finances publiques. Est-ce que cette crise du Covid a entamé cette bonne santé financière ? Bien sûr, mais le fait d'avoir eu les moyens d'agir nous a permis justement d'être là pour les Creusois, pour aussi permettre à nos services, aux agents du conseil départemental, de continuer à agir et d'assurer leur mission. Vous avez chiffré le coût de cette crise sanitaire ? Pratiquement 5 millions d'euros, parce que nous avons aussi souhaité mettre en place des aides aux collectivités, aux intercommunalités en particulier, pour qu'elles puissent être là tout de suite en soutien l'année dernière auprès des petits artisans, des commerçants, des entreprises. Donc malgré ce coût supplémentaire, les finances sont saines toujours ? Elles vont bien. Heureusement. Jean-Luc Léger, comment vous jugez la gestion de la crise par la majorité sortante ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il aurait fallu faire, qu'elle n'a pas fait, ou est-ce qu'il y a eu un consensus quelque part ? Alors, il n'y a pas toujours consensus, c'est bien normal, et même c'est souhaitable sans doute pour que le débat puisse exister. Nous avons pensé que le conseil départemental de l'actuelle majorité n'avait pas été au rendez-vous de la crise sociale. Dans beaucoup de départements, parce que l'action sociale est la priorité des départements, dans beaucoup de départements, eh bien, il y a eu un plan d'urgence sociale, et il n'y en a pas eu dans la Creuse, et nous l'avons regretté, nous l'avons dit lors des séances plénières, nous l'avons même dit 2 fois, mais nous n'avons pas été entendus. Valérie Simonet ? Je vous le disais, 1,5 million d'euros confié aux intercommunalités. Monsieur Léger était encore président à cette époque-là, en juin dernier, de Creuse Grand Sud, pour aider le tissu économique, alors que finalement ce n'est pas dans nos compétences. On a voulu le faire, on a tenu à le faire. Et puis je citerai tout simplement, aux côtés des mesures de l'État, 500 000 euros, un demi-million d'euros pour verser des primes Covid, alors aux services d'aide à domicile, mais aussi à tout un tas d'établissements qui avaient été présents et avaient beaucoup travaillé pour soutenir la population. Jean-Baptiste Moreau, face à un appareil d'État qui a parfois fait preuve d'hésitation, d'ordre et de contre-ordre dans cette crise, ça n'a pas été simple. On voit que les collectivités locales, elles ont eu un rôle essentiel. Évidemment, puisqu'elles sont à la proximité des citoyens, des Creusois et des Creusois, donc elles ont un rôle essentiel de relais. Mais enfin, l'État a été là aussi pour la Creuse, puisque le plan de relance pour la Creuse, c'est 41 millions d'euros d'aide quand même, et à laquelle s'ajoutent 21 millions d'euros de fonds de solidarité. Donc l'État a été là et il sera là pour accompagner les collectivités. Il y a des mesures qui sont en cours de discussion justement pour compenser, parce qu'on sait très bien que les collectivités, que ce soit les départements, les communautés de communes ou même les communes, ont été impactées par le Covid. Et donc à ce titre-là, l'État a se montré solidaire vis-à-vis de ces collectivités pour qu'elles n'aient pas endossé seules la responsabilité et les actions qu'elles ont pu mener pour pallier à cette crise sanitaire. Damien Demarigny, comment vous voyez la gestion de la crise par la majorité sortante ? En fait, là, on parle de la crise sur le moment, mais la réalité de la crise, elle est à venir. On a la jeunesse qui a une problématique
d'éloignement au niveau de sa scolarité. Et je pense qu'en réalité, l'élastique est en train de se tendre et il ne va pas tarder à casser. Donc pour moi, le plan, il est dans l'avenir. Et c'est pour ça que j'ai dans mon projet politique un triptyque autour de la jeunesse, de l'emploi et de la gestion de l'aide à domicile pour les personnes âgées. On y reviendra évidemment au cours de cette émission pour parler de vos propositions. Quentin Picnot, même question, la gestion de la crise, c'est pas évident? Eh bien, nous, on se pose la question de quelle crise nous parlons. C'est vrai que vous me posez la question, j'imagine, de la sortie de la crise Covid-19. Et il est vrai, je l'entends, et je pense qu'on partage tous le même constat, enfin je l'espère, que la crise, il y en a plusieurs. Elles s'enchaînent et il faut répondre du coup à des crises qui deviennent systémiques. On a commencé par, soi-disant, des crises économiques, des crises sociales, mais tout ça dans un cadre aussi où on a une crise écologique. Et aujourd'hui, sanitaires, qui ne sont en réalité pour nous que des mécanismes et des impacts qui influent dans notre réel de multiples crises. Donc je pense que si nous en arrivons là, c'est que nous ne répondons peut-être pas à la bonne crise, qui est celle de la crise écologique, qui a un impact économique, social et sanitaire. Et je pense que là, pour le coup, que ce soit n'importe quel territoire départemental, régional ou d'État, nous restons dans cette crise écologique et il faut y répondre tout de suite. Jean-Luc Léger ? Oui, la jeunesse est particulièrement victime de cette crise. La crise, elle n'est pas derrière nous, la crise sociale est devant nous. Nous espérons que la crise sanitaire puisse être très vite derrière nous, mais les conséquences sociales commencent et malheureusement, je crains que ça ne soit pas terminé. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment que nous ayons un plan destiné à la jeunesse et c'est pour ça que nous proposons en particulier un revenu jeune. Alors avant d'aller sur vos propositions, on va faire un petit peu de politique. Jean-Baptiste Moreau, vous présentez 2 binômes sur 2 cantons seulement. C'est un regret pour vous ? Oui, bien sûr qu'on aurait aimé avoir plus. Alors en tout, on avait beaucoup plus de binômes. Le problème, c'est de trouver des suppléants qui veulent s'engager. Et on a un problème avec l'engagement politique et on aura un problème dans les années à venir. Et je pense que tout parti confondu, pour avoir échangé avec plusieurs responsables de partis politiques locaux ou nationaux, on a un problème d'engagement politique aujourd'hui, clairement. C'est pas un rejet aussi de la politique gouvernementale ? Non, honnêtement, non. Sur le nombre de militants, on n'a quasiment pas bougé. Sur les personnes qui sont engagées derrière nous aussi, on a souhaité que les candidats régionaux ne soient pas candidats départementaux et vice-versa. Donc ça a un peu compliqué aussi la donne. Mais clairement, on a un problème d'engagement politique. On a des militants qui souhaitent continuer à nous soutenir et à militer, mais qui ne souhaitent pas forcément eux-mêmes s'engager en politique parce que le contexte aussi sanitaire joue évidemment, le contexte économique aussi, puisque une campagne, il faut la financer, donc ça demande un petit peu de capacité de financement et tout le monde n'en a pas les moyens. Et nous, on a un parti jeune qui est créé depuis 2016, où on a des gens qui, pour la plupart, n'ont jamais fait de politique avant, sont totalement étrangers au monde politique, et ils ont un peu de mal à rentrer eux-mêmes, on va dire, dans la compétition. Et l'image parfois qui est donnée au niveau des médias, mais pas du fait que des journalistes, de notre fait aussi, non, sans doute pas au niveau de la région, mais au niveau des médias nationaux, n'aide pas non plus à avoir envie de s'investir en politique. Valérie Simonet, en Haute-Vienne, il y a eu une plateforme, par exemple, qui réunissait LR et LREM. Est-ce que ça a été envisagé à un moment ? Écoutez, nous, vous l'avez précisé, droite, centre et indépendant. Des candidats sont venus nous rejoindre, finalement, sans parler de notions politiques, mais au regard du travail que nous avions fait durant ce mandat et du projet que nous souhaitons porter. Et ils l'ont enrichi. 15 cantons, 15 équipes. Nous sommes les seuls, je crois, à avoir réussi ce challenge. Parce que, comme le disait Monsieur le député, la question du politique ou de faire la politique est fortement aujourd'hui bouleversée. Et c'est un projet, une envie de travailler pour son territoire qui a motivé ceux qui nous ont rejoints. Damien de Marigny, vous avez 6 binômes sur 6 cantons. Alors, il y a eu une polémique sur vos binômes. Il y en a certains qui ont été désinvestis pour des propos haineux sur les réseaux sociaux. Et puis, une personne qui est en détention pour violence conjugale. C'est pas évident pour vous non plus de trouver des candidats et des candidats qui tiennent la route, entre guillemets ? Même problématique que pour les autres. Après, j'entends parler d'argent chez LREM, ça m'étonne un peu, puisqu'ils sont quand même le parti qui reçoit le plus d'argent de l'État au vu du nombre de députés qu'ils ont. Donc la problématique... Les candidats au conseil départemental financent eux-mêmes leur campagne, c'est pas les partis qui les financent. Oui, bien sûr, après il y a des possibilités en matière électorale qui existent. En attendant, en matière d'argent, vous êtes ceux qui reçoivent le plus d'argent public. Et pour la suite, les candidatures, oui, c'est très dur. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il faudrait relancer un conseil départemental jeune pour engager nos jeunes dans l'optique politique future. Est-ce qu'il y a quand même eu un problème sur ces investitures ? Vous le regrettez, je suppose. Votre propre binôme a été désinvesti pour des propos relayant les propos d'un
d'un révisionniste notamment. Comment vous expliquez cette situation ? Est-ce que ces candidats s'imaginent que le RN tolère ou encourage ces propos ? Est-ce qu'il y a un problème de communication ? Alors bien sûr qu'on ne les tolère pas, puisqu'on a désinvesti les candidats en question. Maintenant, là, on fait de l'actualité, et moi, je ne parle pas du passé, je parle de l'actualité, et j'ai une campagne à mener et des candidatures à soutenir. Alors, je vais me tourner vers la gauche cette fois, la gauche unie, mais pas tout à fait unie. Jean-Luc Léger, c'est un regret pour vous de ne pas partir ensemble avec, par exemple, Europe Écologie Les Verts ou LFI ? Très clairement. Donc, nous avons quand même réussi à faire l'alliance autour du Parti Socialiste, le Parti Communiste et le Parti Radical de Gauche. Ça n'était pas le cas en 2015, donc il y a là un progrès vers l'unité. Avec les Verts, eh bien, nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout de nos accords, mais nous avons une sorte de pacte de non-agression. Et par exemple, sur le canton de Bonnat, nous soutenons, dès le premier tour, les candidats écologistes. Et puis avec la France Insoumise, eh bien, je crois que du fait que nous sommes à 1 an des élections présidentielles, qu'il y a des élections régionales en même temps, cela a été plus compliqué. En fait, on voit très bien que pour les départementales à gauche, c'est un peu le calque de ce qui se fait ailleurs dans la région, puisque la France Insoumise part sous ses propres couleurs avec le NPA, les écologistes partent sous leurs propres couleurs, et donc au départemental, il y a les couleurs autour du Parti Socialiste. Mais j'ai bon espoir qu'au soir du premier tour, nous puissions tous nous retrouver pour un vrai projet et une alternance. Quentin Piquenot, vous regrettez, vous aussi, ce manque d'union ? Il est dû à qui ? Vous savez, peu importe en fait à qui est dû quoi, c'est le tout qu'on arrive quand même à avancer ensemble. Il y a 2e tour. Moi, je reviendrai surtout sur la question des jeunes. Je suis très d'entendre en fait que effectivement la République en marche ne peut pas soutenir ces jeunes à s'engager politiquement. Mais je me dis que finalement c'est la même position que pendant la crise sanitaire, de ne pas avoir aidé les jeunes suffisamment en fait, dans leur détresse, et aujourd'hui à les sortir d'un environnement dans lequel ils subissaient cette crise. Je trouve ça très curieux. Nous, pour le coup, nous n'avons aucun problème d'engagement des jeunes sur la question de l'écologie. Vous n'avez pas eu de mal à trouver de candidats ? Nous ne sommes pas en difficulté d'ailleurs avec les partis de gauche, avec qui nous aurions pu partir au premier tour. C'est peut-être la jeunesse qui nous a bloqués, puisque la jeunesse est toujours celle qui capte l'attention, mais qui fait peur en même temps dans son engagement. Effectivement, on ne connaît pas leur parcours, jusqu'où ils peuvent aller dans leurs engagements. Je le vois notamment avec la campagne en fait, des régionales en Ile-de-France avec Julien Pailloux. On peut se poser la question, mais pour autant, nous, on veut lui faire confiance. On est parti avec des jeunes, plus ou moins. J'ai aujourd'hui été accompagné avec Julie Nicolas, qui a ouvert et qui est candidate sur le canton de Bonnat, ce sanctuaire en fait des animaux abandonnés, au respect en fait à la fin de vie des animaux et sur cette condition animale. Et cette jeunesse est engagée, nous l'avons chez nous et nous la représentons. Et ça veut dire qu'entre les 2 tours, il y aura des désistements l'un pour l'autre ? C'est pas exclu, Jean-Luc Léger ? Je l'espère. Je l'espère. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que je crains que la crise Covid ait accéléré quelque chose, un phénomène de repli, c'est-à-dire qu'il y a eu des difficultés à pouvoir trouver des candidats, nous l'avons tous regretté ici dans cette émission autour de cette table, mais je crois que la crise Covid a accéléré une sorte de repli sur soi en général, d'où une certaine désaffection a priori pour ces élections départementales et régionales. Nous le regrettons tous parce que ce sont des échelons de proximité, en particulier le département, et donc nous voulons encourager à aller voter dimanche. En particulier pour les départementales, puisque quand même c'est un échelon de proximité. Finalement, on utilise le département tous les jours. Les enfants vont au collège, on roule sur les routes départementales, il faut mobiliser. Et nous vous remercions de faire cette émission qui encourage, j'en suis sûr, à mobiliser. Je vous en prie, c'est le rôle du service public aussi. Dernière question, Jean-Baptiste Moreau. Comment vous envisagez, si vous êtes élu, vos rapports avec la majorité si elle est reconduite, ou l'opposition si elle devient la majorité ? Pas de logique partisane, comme c'est votre ligne depuis toujours ? Non, mais moi, c'est la raison de mon engagement politique. C'est justement mon seul intérêt, c'est mon territoire, c'est la Creuse. Quand je suis député, c'est la France et l'État. Et ici, c'est la Creuse que j'ai au cœur, comme le nom de la liste l'indique. Mais c'est vraiment ça. C'est ne pas rentrer dans les logiques partisanes où on est obligé d'être d'accord avec des gens parce qu'ils sont de son propre parti, même si on n'est pas d'accord au fond avec eux. Et on est obligé d'être opposé à l'opposition parce que c'est l'opposition. Donc, moi, ma logique, ça sera toujours la même. D'ailleurs, j'ai un candidat qui représente Mme Simonet sur mon canton. J'ai un candidat soutenu par Jean-Luc Léger. J'ai des panels. Non, il n'y a pas le Rassemblement national, mais il y a un candidat écologiste qui est en face de moi. Donc voilà. Moi, ma logique, mon seul intérêt, c'est le territoire. Et je ne me suis jamais encarté à cause de ça, parce que les logiques partisanes, j'ai beaucoup de mal avec. Sans doute lié à mon caractère, mais même en interne, je sais dire quand j'ai des désaccords profonds, y compris avec l'exécutif et le président de la République. Et par rapport à ce que disait M. Piquenot, on n'a pas de problème d'engagement des jeunes
jeunes au niveau national. On a l'institut de formation qui regroupe le plus de jeunes pour les former justement à une future vie publique et une future vie politique. Sur le département, on a des candidats jeunes qui vont notamment aux élections régionales. Donc c'est pas un problème de mobilisation des jeunes, on n'a pas plus de problème, mais je pense que personne ici ne représente la jeunesse dans son ensemble. La jeunesse est bien trop diverse pour être représentée par un seul parti politique. On va reparler de la jeunesse tout à l'heure, on va passer donc à vos propositions, on va thématiser un petit peu cette émission. Valérie Simonet, cette crise, c'est une opportunité pour changer l'image du département. On va parler de l'image, du tourisme, de comment donner envie à de nouveaux habitants, par exemple, de s'installer en Creuse. Vous l'aviez déjà entamé, ce processus, oui, c'est avant ? Ce que j'allais dire, préciser. Nous avons construit cela pas à pas, pierre par pierre, depuis le début de cette mandature et au fur et à mesure que nous avions des moyens. Je suis née en Creuse, j'ai vécu en Creuse, j'ai souffert de cette image qui nous collait à la peau. Voilà, nous étions un département peu enviable, où il n'y avait que des personnes âgées, voilà, dont on se moquait. Et j'en ai vraiment souffert au point que je me suis dit, il faut changer cette image. Je crois que nous avons réussi. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un reportage à la télévision, dans des magazines, sur notre département, ses atouts et ses valeurs. Vous avez fait appel à une agence, par exemple, de communication ? Comment le vous avez bras fait armé du conseil départemental, mais finalement de toutes les collectivités du département, c'est Creuse Tourisme. C'est le bras armé qui nous permet d'aller un peu partout, montrer la Creuse sous ses meilleurs jours. Et oui, c'est un investissement important en termes de communication, c'est plus de 250 000 € chaque année. Mais je pourrais aussi parler de la résonance que nous connaissons avec les projets autour de la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, mais on pourrait parler de la vallée des Peintres, on pourrait parler du plateau de Mille Vaches. Donc la Creuse, elle fourmille d'atouts et c'est ce que nous avons mis en avant. Quentin Picnot, vous êtes un néo-creusois quasiment, ça fait pas très longtemps que vous êtes arrivé en Creuse. Comment donner envie à d'autres de faire la même démarche que vous ? Moi, je suis tombé amoureux de la Creuse. Enfin, je suis tombé amoureux d'un Creusois, d'un habitant de la Creuse, qui m'a fait aimer les paysages, la façon de vivre, effectivement. Et c'est vrai que quand on parle de tourisme, cette question doit être centrale. C'est qu'est-ce qui attire réellement ? J'ai une crainte, c'est d'ailleurs de ne pas s'asseoir en fait sur, vous l'avez fait avec votre financement auprès de ces Bastille, Agence Bastille, de recherche de marques. Mais j'ai peur en fait que la Creuse soit une marque. J'ai peur de ce produit, j'ai pas envie que la Creuse soit un produit. J'ai envie que la Creuse soit justement un sens, un sentiment, une façon de vivre. Et on a des choses à défendre. Effectivement, aujourd'hui, on cherche à implanter des énergies renouvelables, on cherche à implanter un tourisme très attractif, mais il ne faudrait pas que ce soit au détriment de la qualité de vie des habitants, il ne faudrait pas que ce soit au détriment de... C'est-à-dire que les éoliennes, par exemple, c'est pas votre goût ? Ah si, les éoliennes sont un autre goût, mais c'est un autre sujet. C'est que le territoire va être impliqué dans plusieurs domaines. Le tourisme en est un. Effectivement, je ne suis pas sûr en fait qu'on veuille attirer le tourisme agressif, ce qu'on pourrait avoir dans d'autres territoires. Et c'est pour ça on se pose la question de savoir quel tourisme on va avoir et accueillir. Mais je pense que le tourisme que nous voulons accueillir, c'est d'abord du tourisme qui est de l'humain, qui veut partager un patrimoine et retrouver exactement. Très bien. Damien de Marigny, vos propositions pour faire venir de nouveaux habitants, comment vendre entre guillemets la Creuse ? J'ai un projet bien établi sur le sujet, notamment vis-à-vis du nombre de nuitées disponibles en Creuse qui sont peu occupées. Donc augmenter l'occupation des nuitées, mais en allant chercher un habitat éco-responsable, donc en poussant les acteurs du tourisme à améliorer l'habitat, puisque c'est un point important en matière d'écologie, et créer vraiment un environnement favorable à l'accueil chez nous, puisque nous n'avons pas la mer ou la montagne de manière franche, en tout cas le ski. Et donc on peut établir une logique entre l'habitat éco-responsable et les promenades touristiques dans notre département. Ça veut dire que le conseil départemental financerait une partie de réhabilitation ? C'est un programme qui est double, puisque je suis aussi candidat au régional et que c'est une compétence également au régional. Et donc ce serait un schéma qui s'axerait entre les deux compétences. Jean-Luc Léger, le tourisme en Creuse, c'est un secteur à développer, évidemment ? Oui, bien entendu, tout le monde vous dira que le tourisme est important. Il est parfois une première porte d'entrée pour des habitants qui ensuite s'installent durablement. Pour autant, la question de fond, c'est donc celle de l'accueil.
je ne partage pas certains enthousiasmes. Moi, j'ai vu un département qui a perdu à nouveau des habitants, beaucoup d'habitants, ces 6 dernières années. Nous sommes passés de 122 500 à 118 000, voire un petit peu moins aujourd'hui, 117 000. Donc il y a urgence. Sinon, nous passerons en dessous d'un seuil critique. Pourquoi ? Parce que notre population est âgée, la pyramide des âges est ce qu'elle est, elle est à l'envers finalement, elle repose sur une petite pointe parce que la jeunesse est moins importante que la part des personnes âgées. Donc il y a vraiment urgence à ne pas se satisfaire d'outils de communication, souvent d'ailleurs onéreux. Il faut construire une véritable politique d'accueil qui ne doive rien au hasard, avec un vrai service d'accueil en lien étroit avec les communautés de communes et les communes, car souvent les gens, la première porte qu'ils poussent, c'est celle du secrétariat de mairie. Donc il y a là quelque chose à construire, parce que sinon la crise Covid ne risquerait que d'être un effet d'aubaine qui pourrait disparaître très vite si demain, et nous l'espérons, la crise sanitaire prend fin. Moi, je vois beaucoup de résidences secondaires. Je ne vois pas assez de résidences principales. Il faut retenir les personnes, il faut leur proposer un accueil, il faut leur proposer, notamment pour les médecins, une façon de trouver de l'emploi pour le conjoint. Ça peut être un frein à leur installation. Bref, il y a urgence à faire quelque chose. Sinon, demain, la population creusoise accélérera son déclin. Je voudrais juste rebondir, dire que nous n'avons pas attendu cette campagne des élections départementales pour travailler sur cela, puisque nous avons répondu, et j'ai amené un certain nombre d'intercommunalités de ce département à répondre à un appel à projet porté par les régions, justement à l'échelle du Massif central. Le réseau, les chargés de mission sont là, ils sont en train de construire tout cela. On le comprend, la crise sanitaire, les confinements ont fait que cela a pris du retard, bien évidemment. Mais pourtant, Monsieur Léger, les acteurs sont sur le territoire et le conseil départemental cofinance cette politique. On fait confiance, comme vous l'avez précisé, aux intercommunalités et aux communes pour être au plus près des actions qui doivent être menées. Il faut aller beaucoup plus loin. Jean-Baptiste Moreau, il faut aller beaucoup plus loin ou pas ? Oui, non mais dans le tourisme, je salue ce qui a été fait par Creuse Tourisme, évidemment, il y a des très bonnes choses qui ont été faites, et puis il y a le plan particulier pour la Creuse qui a aidé à financer un certain nombre de choses. À quelle hauteur ? L'attractivité, aujourd'hui, le plan particulier pour la Creuse, c'est en tout 113 projets, grosso modo, qui ont été financés sur le département. Ils ne sont pas tous réalisés jusqu'au bout, mais 93 sont déjà entamés, et il y a un certain nombre de choses sur le tourisme. Je pense à Évaux-les-Bains, notamment sur la rénovation de la station thermale. Je pense à la labellisation aussi de Guéret en ville pré-olympique qui permet le sport de nature. Aujourd'hui, c'est un des atouts sur lesquels on doit jouer, que ce soit le VTT, que ce soit le canoë, que ce soit un certain nombre d'activités comme cela. Et pour donner envie à des gens de venir s'installer en Creuse, il faut déjà leur faire connaître. Parce que moi, pour fréquenter pas mal les plateaux parisiens de télé, je peux vous dire que l'image de la Creuse, elle est en train de changer, mais c'est dur, hein, parce qu'on a encore les vieilles idées reçues du pays arriéré, loin de tout, difficile d'accès, ce qui est faux. Hein. Ça vous met en colère ? Oui, ça m'agace assez régulièrement, oui. Ça m'arrive sur les réseaux sociaux de m'agacer assez facilement. Mais j'essaye justement, à chaque prise de parole, y compris quand j'y suis en tant que porte-parole national de mon mouvement, de parler de la Creuse de façon positive et de parler de la Creuse surtout pour ce qu'elle est, parce que concrètement, on n'est pas isolé. Concrètement, l'État vient de mettre 80 millions d'euros pour accélérer aux côtés du département la fibre, et le fibrage progresse sur le territoire aujourd'hui grâce aussi au réseau à Dorsal, au syndicat mixte Dorsal. On va en parler, c'est le thème suivant. Donc voilà, bon, pardon, j'ai fait la transition, on va dire. Non, donc voilà, il y a des choses qui bougent. Évidemment, le tourisme est un atout, et après, il faut donner aux gens envie de rester. Ça a été fait au niveau du Covid. Hein. Moi, j'ai eu des relations avec les agents immobiliers qui disaient il faut parler de la Creuse, il faut parler de la Creuse. J'essaye, mais c'est pas si évident que ça. Les journalistes parlent bien de ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai qu'il y a eu un engouement. Mais là où je suis d'accord avec Jean-Luc Léger, c'est qu'il ne faut pas que ça reste au stade de la résidence secondaire, mais devienne la résidence principale. Pour ça, il faut des aménagements au niveau notamment de l'Internet, parce que j'ai encore croisé un couple sur le marché samedi dernier de trentenaires qui me disent moi je travaille à Paris, mais j'ai besoin de la fibre pour travailler de chez moi et pour n'aller qu'un ou deux jours à Paris. Donc voilà, on a ce potentiel-là, il faut capitaliser là-dessus. Alors on va en parler. Avant de parler de la fibre, un dernier mot, Quentin Picnot, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, tout à fait. Je voulais juste compléter sur le tourisme. Beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup de choses ont été cassées aussi. Et on recommence souvent de zéro. Le nom de l'attractivité, en fait, a été fait en 2012 avec les citoyens, avait été bien mené. Creuse, être libre. Et je pense qu'aujourd'hui, ça parle. Oui. On aurait dû garder ça. Et je pense qu'il faut conserver ça. Et notamment les diffusions des EPCI. On fait beaucoup de mal avec la vallée des Peintres. On se concentre beaucoup trop sur un seul territoire et pas l'ensemble de l'entité des territoires où on met en fragilité les acteurs et actrices du département dans l'ouest.
Et ça, je pense que ça peut être cause et préjudice. Alors, la transition a été faite par Jean-Baptiste Moreau. On va parler donc de haut débit, puisqu'effectivement, pour faire venir de nouveaux habitants, la fibre, c'est important. Valérie Simonet, 100% éligible, tout le monde sera 100% éligible en 2024, c'est ça qui est prévu ? C'est le projet que nous portons avec donc le syndicat mixte Dorsal et la région Nouvelle-Aquitaine. Et on y sera. On l'espère. Sachons aussi que, encore une fois, la crise a retardé un certain nombre de mises en chantier et que, on a parlé de la jeunesse et de l'emploi, c'est un vrai sujet, mais pas seulement dans ce domaine-là. Aujourd'hui, les entreprises peinent à recruter des personnes pour pouvoir travailler sur ces chantiers-là en particulier. Des techniciens. Et puis, en 2015, on en était à ce que l'on appelait un SDAN, un schéma de déploiement et d'aménagement du numérique. Point. Pas 1 euro n'était sur la table encore. Donc il a fallu travailler avec l'État, l'Europe, la région, les EPCI, qui pour certaines d'ailleurs ne pouvaient pas et ne peuvent toujours pas financer le déploiement de cette fibre. Donc le conseil départemental a été là en coordonnateur, en assemblier. Et financièrement, on assoit les territoires qui, peut-être ce n'est pas à 2024 pour voir la fibre, mais ça aurait été dans 15 ans, 20 ans. EPCI, on va préciser, c'est les Comcom, en gros, les établissements publics de coopération intercommunale. Jean-Luc Léger, est-ce qu'il y a un retard sur la Creuse au niveau de l'équipement numérique ? Il n'y a pas de retard par rapport à d'autres territoires pourtant plus riches que les nôtres. Pourquoi ? Parce qu'on a un acteur central, primordial, qui est Dorsal. Certains voudraient faire croire que c'est le conseil départemental qui déploie la fibre. Pas du tout, c'est Dorsal. C'est un syndicat mixte. Ce beau syndicat mixte composé donc de différentes collectivités, créé il y a maintenant quelques années. Et je rends hommage d'ailleurs à son premier président, Michel Vernier. Et dans le déploiement du numérique, le conseil départemental est un des acteurs, un des financeurs. Il faut s'en réjouir. Je rappelle quand même que c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui est le premier financeur du déploiement du numérique sur l'ex-région Limousin. Ensuite vient le département et le PCI. Donc bien entendu, il faut accélérer. Et je n'oublie pas l'État et l'Union européenne pour une toute petite partie du financement des jalons 1 et 2, c'est-à-dire les étapes 1 et 2 pour ne pas être trop technocrate. Donc évidemment, il faut veiller à ce que ce déploiement soit au rendez-vous dans les années qui viennent. Effectivement, avec l'horizon 2024 au bout du bout, il faudra aussi veiller aux usages du numérique et il faudra veiller aussi à ce que les opérateurs ne pressurent pas trop nos entreprises en particulier, les usagers bien sûr, mais aussi les entreprises en ce qui concerne les frais de raccordement. Il faudra être très vigilant parce qu'on a souvent attiré mon attention à ce sujet. Damien Demarigny, sur l'équipement numérique en Creuse, vous avez des propositions ? Alors déjà, je remercie cette œuvre puisque aujourd'hui je suis moi-même équipé et donc déjà ça c'est un plus. En revanche, il faut quand même considérer peut-être une possibilité de fracture numérique au vu du coût plus important pour les citoyens puisque le prix d'un abonnement fibre n'est pas le même que le prix d'un abonnement standard et que s'ils veulent bénéficier de cette technologie, il va falloir payer plus et on sait très bien qu'en Creuse, les finances ne sont pas très élevées pour nos citoyens. Donc je pense à établir une aide numérique pour les personnes qui en auraient besoin et notamment les personnes qui ont des enfants collégiens ou lycéens qui auraient besoin de ces outils pour étudier. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a toujours la question du suivi, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura déployé, comment va-t-on faire pour maintenir le réseau et pour l'entretenir. Pour l'entretenir. Et pour aujourd'hui, ça pose des problématiques car le citoyen s'inquiète si demain il y a une défaillance sur son opération, sur sa connexion, qui va réparer, comment. C'est quelque chose dont vous parlent les personnes que vous rencontrez ? Tout à fait. Alors, c'est déjà fait, on y a déjà pensé. Heureusement qu'on a anticipé tout cela. On a un chargé de mission, donc guichet unique en quelque sorte, pour toutes ces problématiques. Et derrière, ce sont les agents qui sont présents sur les routes en particulier, qui vont assurer le relais pour signaler ensuite aux entreprises en charge de faire les réparations. Je ne dis pas que c'est pas fait. Je dis que c'est une inquiétude de nos concitoyens. Mais il suffit pas et de donc il faut déployer un réseau. communiquer à nos concitoyens sur la capacité à réparer rapidement le réseau s'ils Ils se rassurent, nous l'avons déjà. Et je vais terminer avec une seule petite chose, c'est que c'est très bien la fibre. Mais par contre, il y a toujours des endroits où la téléphonie ne passe pas, la téléphonie mobile. Et si on veut être un entrepreneur, il nous faut aussi bien l'Internet que la téléphonie mobile. J'ai l'exemple d'un électricien qui ne peut pas chez lui recevoir les appels de ses clients et qui est obligé d'avoir un bureau déporté pour pouvoir recevoir les appels de ses clients et aller fournir... C'est un dossier que vous porteriez Il y a 16 pylônes mutualisés qui sont en cours de déploiement sur le département suite à l'accord qu'il y avait eu à l'époque entre Julien de Normandie, qui était à l'époque en charge de dossiers, et les différents
opérateurs téléphoniques. Un programme de 32 pylônes qui se déploie. Le conseil départemental avec Dorsal assure le fibrage, la 4G sur tous ces pylônes pour avoir de l'Internet mobile. Et nous avons passé une convention avec le SDEC pour cofinancer le syndicat départemental des énergies de la Creuse. Très bien. Pour que justement celui-ci aussi, à moindre coût, a la possibilité de mettre l'électricité au pied de ces pylônes parce que ça ne marche pas tout seul non plus. Un mot de Quentin Piquenot qui est un peu en retard sur ce dossier. Monsieur Leger, Alors, je vous en prie. Moi, quand on parle du numérique, il est drôle cet effet. Alors, bien évidemment, le numérique, c'est une connexion à l'accessibilité à un outil. Mais on oublie que l'outil est utilisé par quelqu'un. Et la première fracture, elle est souvent d'abord d'être une fracture entre humains. Aujourd'hui, je pense que la Creuse souffre de beaucoup l'électronisme, plus cette réticence à se servir du numérique. de relations entre humains, et d'ailleurs, on les verra dans les résultats. À mon avis, c'est simplement l'effet de cette fracture humaine. Et donc, c'est vrai que quand on parle du numérique, il se doit, pour un département, de travailler d'abord à reconnecter les humains entre eux, notamment les personnes en âge. Et c'est d'abord sur ces relations-là que nous voudrons travailler à l'avenir et de façon très forte. Faire de la formation, rapide. par exemple ? D'accessibilité au numérique pour les personnes âgées, d'accord, parce qu'on parle de numérique, mais aussi retrouver du lien aux relations entre humains, entre vivants, parce que la première des fractures, elle est là, l'éloignement physique. Je pourrais vous Et pas dire numérique. qu'on y travaille déjà, rassurez-vous. Je suis sûr, mais nous avons encore des choses à oui, proposer. mais bien sûr. Dernier toujours. mot de Jean-Luc Léger ? Alors tout d'abord pour dire, comme M. Piquenot, qu'effectivement il y a un risque de fracture numérique, en particulier vers certaines populations donc très âgées ou qui ont des difficultés déjà avec la maîtrise de l'écrit, qui en ont encore plus avec la maîtrise du numérique. Oui, je voulais rajouter que fut un temps, j'ai connu un temps où le Conseil général à l'époque, avant 2015, donc mettait la main à la poche aussi pour installer des pylônes de téléphonie mobile. Et je vais être très précis sur mon petit canton de Jansiou qui existait jusqu'en 2015. Le Conseil général avait acheté 2 pylônes, et ce qui fait que les opérateurs, une sorte de compensation, avaient installé 2 pylônes de plus. Sinon, donnant, effectivement. Donc c'était un système intéressant avec quelqu'un qui était directeur des services numériques et informatique et qui répondait à tous les soucis que pouvaient avoir les maires et les populations dans ce domaine de la téléphonie mobile. On va passer à l'action sociale maintenant, qui est l'une des principales compétences du département. On va évoquer la prise en charge des personnes fragiles, personnes âgées, handicapées, enfants en difficulté. Valérie Simonet, vous souhaitez faire des EHPAD des lieux d'habitat intergénérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que ce n'est pas seulement ça dont il est question. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'EHPAD et des places vacantes, plus de 170 places vacantes. Donc, il y a des départements où on manque de places. En Creuse, il y a des places. Se pose la vraie question du vieillissement. On a mis l'accent depuis de nombreuses années. On a encore mis l'impact dessus autour d'un certain nombre de déploiements, l'accompagnement, les services d'aide à domicile en particulier, pour que les gens choisissent, que ceux qui choisissent, puissent rester chez eux. Je pense que c'est ça, en fait, ce phénomène de places vacantes. Et là où on s'interroge aujourd'hui, c'est sur le vieillissement des personnes et leur état de santé dans ces établissements. Et c'est là qu'il faut que nous entamions, et nous l'avons déjà fait, des discussions claires avec l'ARS, avec l'assurance maladie, parce qu'aujourd'hui, ce sont des soins qui manquent, des moyens de soignants qui manquent dans les EHPAD. Vous voulez dire qu'on revient de ce modèle de l'EHPAD et que ce n'est pas le modèle unique, en fait. Je pense que dans un département comme le nôtre, on ne peut pas tout proposer, sinon mettre l'accent sur ce que souhaitent en priorité les gens, et c'est le maintien à domicile, on le sait. Donc il va falloir réinventer ces dernières années de vie dans les EHPAD qui deviennent des établissements de soins pour la plupart. Jean-Luc Léger, vous parlez des EHPAD de demain, vous, dans votre programme, ça veut dire quoi ? Ça peut se rejoindre, cette vision ? En partie, oui. Donc, nous partons d'un principe que nous avons pu constater dans nos familles, c'est que le départ en maison de retraite, en EHPAD, comme on dit aujourd'hui, peut être une grande difficulté, même parfois un traumatisme. Et qu'il faut peut-être veiller à ce que le glissement se fasse progressivement. Plutôt que d'attendre une chute qui ensuite vous conduit en maison de retraite, plutôt ouvrir plus de places pour l'accueil temporaire, l'accueil de jour, le répit à domicile. C'est-à-dire, finalement, familiariser la personne âgée le plus tôt possible avec la maison de retraite. Il faut aussi ouvrir la maison de retraite plus qu'elle ne l'est. Alors, avec de l'intergénération, bien sûr, cela se fait. Je connais très bien l'intervention d'enfants dans la maison de retraite de Royères, par exemple. Mais il faut continuer avec des commerces à l'intérieur de la maison de retraite qui peuvent accueillir des clients. Donc oui, effectivement, nous pensons qu'il faut aller vers une nouvelle génération d'EHPAD, de maisons de retraite. Damien de Marigny, vos propositions en matière de vieillissement, d'EHPAD, de solutions pour les personnes âgées en Creuse ? Je vais rejoindre les propositions de la présidente, puisque en fait, pour moi, l'important, c'est le maintien à domicile.
parce que c'est un déchirement et de quitter son domicile. Donc le plus longtemps on va pouvoir laisser les gens chez eux, le plus longtemps ils vont, à mon avis, continuer leur vie sociale, puisque on voit bien que quand on arrive en EHPAD, finalement on reçoit moins de visites. Et là, avec la crise du Covid, on l'a vraiment vu, puisqu'ils ont été sans visite pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, et c'était très dur à vivre. Donc il me semble que vraiment l'important du maintien à domicile, c'est une question primordiale, et après à voir comment on l'axe, comment on le fait et comment on le finance, puisque évidemment en matière de financement c'est très important. Et donc dans mon triptyque il y a quelque chose dans ce sujet, c'est-à-dire mettre en place une formation très importante de la jeunesse pour qu'elle puisse aller s'occuper des personnes âgées dans notre département, puisqu'il me semble que quand on s'occupe de nos personnes âgées, on est une société qui va bien. Jean-Baptiste Moreau, vous évoquez le problème de la tarification dans les EHPAD. Le problème aujourd'hui, c'est que la retraite moyenne en Creuse, elle est de l'ordre de 900 € et que le prix moyen d'un EHPAD, c'est 2000 €. Donc il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien et un grand économiste pour voir qu'on a un problème à ce niveau-là de financement qui repose bien souvent sous le... Alors il y a l'ASPA, il y a tout un tas de mécanismes qui existent pour minimiser ce différentiel, évidemment et heureusement, mais on a quand même un différentiel aujourd'hui où le financement parfois repose sur les enfants, voire même sur les petits-enfants qui participent au placement en EHPAD de ses grands-parents. Et l'EHPAD, on y arrive de plus en plus tard, c'est-à-dire, comme disait la présidente, dans des situations où on est quasiment plus autonome, où c'est quasiment de l'hospitalisation à plein. Et si c'est un choix, c'est pas un problème. Il ne faut pas que ce soit juste reculé parce que les parents... Parce que c'est trop cher. Voilà, parce que c'est trop cher et qu'on n'a pas les moyens. Donc, ça c'est un problème. Vous proposez quoi en la matière ? Globalement, déjà, il y a une action de l'État à mener et on y travaille. J'ai travaillé avec Brigitte Bourguignon, notamment, qui m'a soutenu récemment, sur la loi grand âge autonomie. On doit reposer sur les familles les plus fragiles. On doit mettre en place une solidarité nationale pour que ces financements permettent aux EHPAD de se développer et de mettre en place des conditions dignes d'accueil pour nos anciens, et aussi que ça ne repose pas que sur le financement familial dans des familles qui n'ont pas forcément les moyens de le faire. Donc ça, c'est une loi nationale, ça ne dépend pas forcément du conseil départemental, mais c'est ma mission en tant que député de travailler là-dessus. Et puis oui, le maintien à domicile, ça va rejoindre le sujet précédent. On a aujourd'hui des isolements, il y a d'autres types de logements. Moi, dans mon village, j'ai un logement avec 3 personnes âgées, avec un couple d'hommes qui s'occupent de ces personnes âgées jour et nuit, et ça revient pas plus cher qu'un placement en EHPAD. C'est des gens qui sont quand même pas en situation de perte d'autonomie, parce que là, sinon, ils ne pourraient pas s'en occuper. Mais c'est des gens qui ont 90 ans, qui sont là depuis 10 ans, qui sont dans leur village, qui sont restés, ou au moins dans le centre-bourg du village auquel ils sont rattachés. Donc, c'est des solutions mixtes qui peuvent aussi s'envisager. Mais pour ça, il faut des financements. Il faut vraiment un mécanisme de solidarité nationale, parce qu'on arrive dans le mur au niveau du financement de la perte d'autonomie. Quentin Picnot, vos solutions, ce serait quoi ? Si l'État fait son travail, c'est déjà très bien. Au niveau départemental, il est vrai que si on pense à la santé publique, puisque j'ai entendu le mot santé, on peut aussi penser en termes de territoire d'innovation. Il y a des solutions comme les béguinages qui permettent justement une vie accompagnante. Alors le béguinage, on va rappeler ce que c'est, ça vient du nord de l'Europe. Exactement. C'est une vie collective, en fait, où les gens peuvent... Une sorte de communauté, quoi. Exactement, tout à fait. Ça, ce sont des idées. Mais le département peut avoir aussi des idées à proposer, au lieu de vouloir peut-être un peu plus de soignants, dépendant de la fonction publique hospitalière. Nous sommes de la fonction publique territoriale pour accompagner éventuellement les missions du département. Et à ce titre, il faudrait simplement regarder comment les gens ont vécu. Je l'ai entendu, nous sommes en Creuse, les gens ont vécu avec leurs terres, leurs animaux, et quand ils arrivent en milieu de soins hospitaliers comme les EHPAD, eh bien, ils n'ont plus leur Creuse à eux. On peut, avec le département, proposer de retrouver le lien à l'animal. On peut proposer d'avoir des chargés de mission, des maisons où on peut retrouver ces animaux de compagnie. Parce qu'une des dernières blessures de la personne qui est déplacée, souvent, c'est son animal de compagnie, ou sa ferme, ou sa vie en nature, avec ses relations. Et je pense que le département peut travailler autour de ces idées, de retrouver ces jardins potagers, cette relation à l'animal et à la nature. Alors le temps passe vite. C'est les EHPAD, parce que c'est déjà le cas depuis longtemps, avec des animateurs ou des psychologues qui font viennent venir avec des des animaux. et sur la question du jardin aussi, c'est déjà en cours. C'est une très bonne idée. Moi, je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que dans notre société, nous ne sommes pas à la hauteur de l'aide que nous devons à nos aînés. Il y a un vieux serpent de mer en politique, il y a peut-être au moins 20 ans, c'est le 5e risque, c'est-à-dire la prise en charge financière via la sécurité sociale de la dépendance. Et puis on décale. Au moins pour les plus fragiles, les plus démunis, je crois qu'il nous faut être à la hauteur. Alors là, c'est un dispositif, une loi nationale, évidemment, qui pourrait régler ce souci. Ensuite, pour l'accueil ou le soutien à la personne âgée, je crois qu'il ne faut pas être dogmatique. Il faut essayer de répondre, d'avoir une solution qui réponde aux besoins de chaque personne. Alors pour certains, ça va être l'aide à domicile. Avec une autre, ça va être un habitat alternatif.
Pour d'autres, c'est la maison de retraite. Donc Avoir le choix, quoi. il faut donc permettre d'avoir un panel de solutions qui correspond aux différents âges et aux différents degrés de dépendance. J'aimerais qu'on... Si je peux ajouter, parce que nous avons mené une action forte dans ce département depuis 2016 en menant des programmes Habitat, d'amélioration de l'habitat pour les personnes en perte d'autonomie. La question de la rénovation thermique aussi des logements. Quand on a des faibles ressources, en effet, c'est compliqué de se chauffer correctement. Donc c'est un peu plus de 16 millions d'euros qui ont été financés par diverses aides et en particulier l'ANA à plus de 61%. Le conseil départemental a mis en place un fonds d'avance remboursable, là aussi pour que les personnes les plus fragiles, celles qui ont les plus faibles ressources, puissent faire réaliser ces travaux. Donc c'est un accompagnement global, j'allais dire aux petits oignons, du cousu humain, pour faire en sorte que ce choix de rester chez soi soit un vrai choix. On va parler d'enfance et de jeunesse, parce qu'il reste assez peu de temps. Sur les collèges, qui est une compétence du département, Jean-Baptiste Moreau, vous proposez d'offrir une tablette à tous les élèves de 6e, qui arrivent en 6e, parce qu'on voit comme bien... en Corrèze il y a quelques années, François Hollande. Oui, François Hollande l'avait fait, Ségolène Royal l'avait fait, je crois aussi, dans les Deux-Sèvres, si je ne me trompe pas. C'est effectivement aujourd'hui, on l'a vu avec le Covid, le confinement et le manque d'outils numériques globalement, notamment dans des familles qui ne sont pas forcément favorisées. Et donc, le fait d'avoir une tablette pour pouvoir travailler à la maison et pour pouvoir dématérialiser une certaine partie de l'éducation nous semble effectivement utile. En Corrèze, il y avait eu des limites à l'exercice, c'est-à-dire qu'il y avait des problèmes de maintenance, des enseignants qui n'étaient pas forcément associés au processus, et ça n'avait pas été... C'était il y a quelques années. Je pense que là, avec le confinement, avec le télétravail, avec la classe qui a dû être faite à distance pendant plusieurs mois au cours du premier confinement, je pense que tout le monde s'est à peu près mis dans les dispositions de pouvoir travailler avec des tablettes et des outils numériques. Damien de Marigny. Donc si je comprends bien, vous engagez notre jeunesse vers une dépendance aux écrans toujours plus grande. Une dépendance aux écrans, ils en auront besoin dans leur travail. Je les engage pas dans une dépendance aux écrans. Les dépendances aux écrans, c'est s'ils y passent des heures et sans contrôle parental. Et voilà, là, c'est à but éducatif. C'est pas à but. Sans dérive possible, bien sûr. C'est aux parents d'encadrer, je crois. C'est aux parents d'éduquer. Damien de Marigny, vos propositions pour la jeunesse, c'est de quel ordre? C'est sur l'apprentissage Alors notamment? voilà, moi, c'est surtout le pré-apprentissage, puisque le cadre du département, c'est le collège. J'ai des propositions également pour les lycées, mais ce n'est pas le sujet du jour. C'est-à-dire que là, au vu de ce qui s'est passé avec cette crise sanitaire, on a beaucoup de jeunes qui sont en décrochage, et je pense que l'oisiveté étant mère de tous les vices, il va falloir leur trouver une activité, et je propose de pousser vers le pré-apprentissage, donc la tranche 14-16 ans. Et j'ai une proposition forte sur le sujet, c'est-à-dire que tout euro financé par une entreprise serait serait financé à la même hauteur par le département. Mais ça s'accompagne d'une autre démarche, c'est-à-dire pour les plus de 25 ans, la sortie du RSA. Essayer d'avoir des accompagnements personnalisés pour la sortie du RSA afin d'abaisser la charge du RSA et pouvoir financer cette mesure. Oui, ça s'appelle le plan jeune, une solution, ça existe depuis à peu près un an, c'est l'État qui l'a mis en place. Oui, c'est surtout un effet d'aubaine. Alors ça, c'est surtout un effet d'aubaine pour les entreprises qui embauchent massivement des jeunes et laissent d'autres personnes qui étaient en CDD sur le carreau. Jean-Luc Léger, en matière de jeunesse, vous souhaitez... quelles sont vos propositions ? Alors la grande proposition, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un revenu minimum jeune. On a trop de jeunes aujourd'hui qui sont laissés au bord de la route. C'est-à-dire avant 25 ans ? Avant 25 ans, oui. Donc nous voulons ce revenu de 16 à 25 ans pour des décrocheurs scolaires, mais aussi des décrocheurs familiaux, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons des jeunes qui se sont éloignés pour des raisons diverses de leur famille, qui n'ont aucun revenu. Et donc, nous voulons leur assurer un minimum, j'ai envie de dire un minimum vital. Un minimum de combien ? De 500 euros par mois. Alors, ça peut être 500 euros directement via le conseil départemental ou en complément de ce qu'ils peuvent essayer d'avoir ici et là, garantie jeune, etc. Mais on a trop de jeunes qui passent à travers les dispositifs. Donc il faut retrouver, et nous avons travaillé ce projet, nous sommes rapprochés de certaines organisations, certaines associations qui œuvrent en faveur de la jeunesse. Donc nous voulons effectivement raccrocher ces jeunes à l'insertion, dans le travail, dans la mobilité et tout simplement dans la vie, parce que, je le disais tout à l'heure, 76% des jeunes, cette dernière année, ont subi des difficultés financières. Un département qui n'aime pas ses enfants n'est pas un département digne, surtout que, encore une fois, le conseil départemental, sa première mission, il ne faut pas l'oublier, c'est l'aide sociale. Et nous voulons également mettre en place un plan d'urgence sociale
comme dans l'Aude, qu'il a fait avec un chéquier pour les collégiens et les étudiants, les boursiers. Quentin Piquenot ? Nous avons un problème d'échec de politique sur plusieurs décennies sur les jeunesses. Donc effectivement, si l'État ne fait pas son travail, moi j'étais signataire l'hiver dernier lors du passage de la loi sur l'abaissement du plancher à l'accessibilité au RSA aux jeunes, donc de 18 à 25 ans, au-delà de 25 ans. Je suis signataire, si je suis élu, bien évidemment, je ferai pour que le département le mette en place, enfin, pour qu'on aide ces jeunes. Une fois qu'on a dit que l'État ne fait pas son travail et que les territoires vont le faire, nous allons aussi faire notre travail. Et il est vrai que nous avons été alertés, je ne sais pas, sur l'enfance, une problématique où un collectif sur Creuse et Accueil Serein de l'enfant a adressé le 12 octobre, Madame la Présidente, un courrier vous adressant une demande de bien vouloir diligenter un audit de service de l'aide sociale à l'enfance en Creuse. Je ne sais pas si c'est resté vain, j'espère que nous avançons sur la question de l'enfance et l'accueil à l'enfance. Une fois qu'on a parlé sur les familles d'accueil, on va revenir sur les collèges, et c'est vrai que sur les collèges, on peut les aider. Nous aspirons à faire en sorte que les collégiens soient la génération vélo, la génération mobilité, et qu'elle ne soit pas dépendante à une seule capacité à l'outil de la voiture à se mouvoir. Et nous pouvons agir là-dessus en offrant des abris protégés, en offrant des routes protégées à nos collégiens pour arriver jusqu'à l'enseignement. Valérie Simonet, votre réponse sur ce dossier de l'aide sociale à l'enfance, qui à un moment fait polémique ? Oui, bien sûr, mais comme dans tous les départements de France, Oui. la première question qui se pose, c'est pourquoi tant d'enfants sont confiés à l'aide sociale à l'enfance des conseils départementaux. La question de la parentalité, la question du rôle et du devoir des parents, Il y a eu une d'accompagner hausse sur leurs votre enfants département au moins jusqu'à la majorité. Oui, nous sommes un des départements, alors c'est des discussions que nous avons avec les services de la justice, où le nombre d'enfants confiés est très important. Pour autant, il y a différentes solutions d'accompagnement et d'accueil, et on ne travaille pas seulement la question de l'enfant, mais la question de la famille. Vous avez parlé tout à l'heure du RSA, de la perte d'emploi, du handicap, etc. On travaille à un accompagnement social de la cellule familiale, parce que nous pensons qu'en effet, on ne peut plus cloisonner les politiques sociales et faire en sorte que tout soit pris en compte pour donner plus de chances, et en particulier à ces enfants, d'avoir un avenir comme il se doit. Je crois que tout à l'heure, on a parlé de la loi Grand Âge, là on parle du RSA jeune. C'est un vrai sujet qui transcende la société déjà depuis quelques années. Pour autant, ne nous trompons pas encore une fois d'élection. Le conseil départemental mettra en place, bien évidemment, avec ou pas les financements qui nous seront attribués, mais mettra en place les politiques qui sont décidées à l'échelle nationale. Ce n'est pas un conseil départemental qui met en place ses propres politiques. Certains l'ont déjà fait, Madame Simonet. Peut-être, mais d'autres n'ont pas fait ce que nous avons fait aussi, et nous avons mis l'accent sur l'accompagnement pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap, parce que c'était une priorité, où on aurait pu parler des services d'incendie et de secours, qui avaient besoin de tant de moyens aussi pour venir en secours à la population, la question de la santé, etc. Donc voilà, quand vous n'avez plus assez de recettes pour financer tout ce que vous avez à faire, vous devez faire des choix et des priorités. Nous avons en priorité au cours de ce mandat écouté avec attention les Creusois et tâché de répondre à ce qui était leur priorité. Jean-Baptiste Moreau ? Non, mais par rapport à ça, par rapport à ce que disait M. de Marigny, le plan Un jeune, une solution, c'est l'accompagnement individuel du jeune, justement pour retrouver et pour retourner à l'emploi. Aujourd'hui, en Creuse, il y a 900 à peu près Creusois qui ont été bénéficiaires. Il y a 213 primes à l'embauche, 384 contrats d'apprentissage qui ont été conclus au cours des derniers mois. Donc, ce plan Un jeune, une solution, il marche bien parce que c'est justement de l'accompagnement personnalisé. C'est ce qu'on propose de développer aussi parce que bien souvent, dans les allocataires RSA et notamment dans les populations les plus jeunes, il s'ajoute au problème de retour à l'emploi des problèmes sociaux. Donc ce qu'on propose, c'est un accompagnement individualisé en commun par un travailleur social et un agent de Pôle emploi qui peut permettre justement de rediriger le jeune vers On en a parlé sur cette antenne d'ailleurs. Damien de Marigny. Très bien, je vais vous répondre sur un autre sujet puisque vous avez dit ce que vous avez à dire, j'ai dit ce que j'avais à dire sur celui-là. Par contre, le handicap. Là, en ce moment, il y a quelque chose qui se prépare et je vous interpelle sur ce sujet. On est hors cadre des départementales, mais il va se passer quelque chose. On va remettre en cause, on va recalculer le droit aux aides pour les handicapés, notamment les femmes, sur la base des revenus du couple. Ça veut dire qu'on va rendre... C'est déjà le cas. Le cas, c'est le cas depuis le début de la création de la hache. C'est calculé sur effectivement le revenu de couple, comme toutes les aides sociales. Non, mais ça passe demain à l'Assemblée nationale. C'est un projet de loi. Puisque aujourd'hui, on a des femmes qui vont être dépendantes de leur mari et qui vont pas pouvoir, et qui vont, pour certaines, j'ai entendu dire, devoir peut-être divorcer de leur mari pour pouvoir avoir une aide qui leur correspondrait, puisque aujourd'hui, financièrement, il y a une dépendance. Alors peut-être qu'on sortirait un petit peu du cadre de l'égalité devant les aides, mais en l'occurrence, il y a un vrai sujet.
Non, mais j'ai reçu les associations d'handicapés, je vous remercie. C'est pas un sujet proprement départemental, je vais bien en parler, mais déconjugalisation, effectivement, c'est calculé de la même façon que pour effectivement le RSA ou tous les minima sociaux qui sont aujourd'hui, et toutes les aides sociales qui sont calculées effectivement sur les revenus du couple. Donc la déconjugalisation, moi j'en ai discuté, je ne suis pas fermé a priori, il faut voir comment on le met en place, parce qu'aujourd'hui, tel que c'est mis dans le projet de loi, tel qu'il va passer demain, il y a 40% des handicapés, des adultes handicapés qui perdraient, tel que écrit le projet de loi. Je vais être obligé de vous couper, parce qu'on va arriver... Oui, d'un mot. Oui, parce qu'on est en train de se tromper d'élection. J'ai l'impression qu'on est déjà dans l'élection présidentielle. Moi, je veux revenir sur l'élection départementale. Je veux absolument qu'on ait un mot sur l'enfance. L'enfance parce que c'est l'avenir. L'enfance parce que c'est aussi les premiers à subir les effets de la crise. Et nous, demain, nous voulons mettre en œuvre une politique qui soit donc directement inspirée de cette fameuse commission des 1000 jours qui s'est réunie, dirigée par des experts, parce que nous savons que c'est dans les 1000 premiers jours de nos vies que se jouent beaucoup de choses. Et donc, nous voulons absolument, au sein de la PMI, mettre l'accent sur cette bienveillance vis-à-vis de l'enfant. Protection maternelle infantile. Tout à fait, et la prévention. Je vous coupe parce qu'il nous reste 3 minutes et j'aimerais vous entendre, chacun d'entre vous, à votre tour, nous parler d'une mesure ou d'une valeur phare de votre engagement dans cette campagne. Dans l'ordre alphabétique, on va commencer par vous, Damien de Marigny. Qu'est-ce que vous souhaitez porter en premier dans cette campagne? Je reviens sur la jeunesse. Pour moi, c'est le préapprentissage et l'engagement de nos jeunes pour que, à la suite de leurs études secondaires, ils reviennent chez nous pour créer de la richesse et qu'ils ne restent pas dans les départements ou les régions où ils ont fait leurs études supérieures. Jean-Luc Léger. Nous nous disons que la santé est la première préoccupation des Creusois. Et donc, nous voulons être au rendez-vous de cette préoccupation. La démographie médicale fait que demain, beaucoup de médecins vont prendre leur retraite et a priori ne seront pas remplacés. Donc, il faut renforcer le dispositif déjà existant. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. Aider le conjoint à trouver du travail. Essayer de faire en sorte que les médecins et les praticiens de la santé travaillent le plus ensemble. Il faut cocooner nos professionnels de santé. Jean-Baptiste Moreau. Oui, moi je pense. En 30 secondes, si c'est possible. Oui, je me dépêche. Le département, je pense que je n'ai pas pris plus de parole, mais le département aujourd'hui a retrouvé une raison d'être avec ces grandes régions. Aujourd'hui, il a un rôle de proximité d'aménagement du territoire à jouer. Il a un rôle de coordination des différentes collectivités territoriales au niveau du territoire. Je pense qu'avec les Comcom comme Daglo, on doit mieux travailler ensemble. Et il y a 2 sujets principaux, à mon avis, qui vont être dans le futur vraiment clés. C'est l'eau, l'accès à l'eau, puisqu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui il fait très chaud, mais on a des problèmes d'accès à l'eau. Il faut qu'il y ait un vrai schéma départemental de l'eau. Je sais que ça a commencé à être travaillé, je pense qu'il faut aller plus loin. Et sur le schéma départemental de développement des énergies renouvelables, il faut arrêter d'implanter des éoliennes partout et n'importe où. Quentin Picnot, en 30 secondes. C'est simplement de réappliquer les citoyens et les citoyennes dans l'enjeu et les enjeux des crises avec les conseils de canton sur les questions, et vous l'avez dit, d'enjeux de futur de l'eau, mais aussi, nous avons vu de forêt, et nous pourrons dire de santé environnementale, et nous pourrons dire sociale, mais réimpliquer les citoyens. Participation, très bien. Valérie Simonet, en 30 secondes. En 30 secondes, que plein de volets s'ouvrent dans tous les villages, c'est en cours. Et pour cela, il faut des infrastructures, il faut des réseaux routiers de qualité. Il faut aussi que le POLT, ce fameux train qui dessert la Creuse par la souterraine, et aussi mettre beaucoup d'espoir dans cette nouvelle initiative autour d'un Bordeaux-Lyon qui reverrait des trains circuler plus nombreux dans le département. La fibre, on l'a dit, les usages, le télétravail, tout ce qui fait que nous pourrons accéder à une solidarité plus juste aussi dans ce département. Merci beaucoup à tous les 5 pour votre participation à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. L'émission est disponible en replay sur notre site internet. Dans quelques secondes, vous avez rendez-vous avec un nouveau débat consacré au départemental dans la Vienne qui est présenté par Jérôme Villain. Nous, on se retrouve évidemment dimanche soir dès 19h55 pour une grande soirée électorale à vivre sur France 3. On parlera des départementales, des régionales. Paris prendra le relais. On vous donne rendez-vous aussi sur notre site internet. Merci de votre fidélité.